Bienvenue à l'épisode numéro 9 du podcast Pivot. Mon nom est Jonathan Léveillé, président d'OpenMind Technologies. Le podcast Pivot est distribué à chaque semaine afin d'inspirer et d'éduquer les entrepreneurs ambitieux ayant une idée de produit technologique innovante, communément appelée SaaS, application mobile ou web, et qui désirent maximiser leurs chances de succès dans l'aventure. Partageons à chaque semaine trucs, astuces, histoires à succès, ainsi que des apprentissages d'échecs d'entrepreneurs de renom. Le podcast Pivot est une présentation de dev2ceo.com, filiale d'OpenMind Technologies. Dev, le chiffre 2, CEO.com aide exclusivement les entrepreneurs ambitieux qui désirent développer leur idée technologique afin d'en faire un succès d'envergure. Cette semaine, j'ai le grand plaisir de recevoir Mathieu Dumont de l'entreprise Didac. Vraiment une belle histoire de sa part. On vous invite d'écouter du début jusqu'à la fin. Nous invitons également à vous abonner et à activer les notifications sur votre plateforme de balado préférée afin d'être notifié à chaque semaine des nouveaux épisodes. Sur ce, bonne écoute! Bonjour à tous, bienvenue au podcast Pivot. Cette semaine, j'ai le grand plaisir de discuter avec Mathieu Dumont de l'entreprise Didact, qui est une entreprise, très belle entreprise québécoise. On va avoir la chance de parler un petit peu de son parcours. Je pense que ça va être une belle discussion. Vous allez voir, Mathieu a une très grande facilité à bien communiquer les choses. Mathieu, bienvenue sur le podcast. Comment vas-tu ce matin? Ben, ça va très bien. J'aime le fait que tu mets des attentes sur mes aptitudes de communication, alors que la meilleure façon que je me positionne, c'est je suis vraiment pas un communicateur, donc j'accepte la pression que tu mets sur les épaules. Bon, mais en tant qu'entrepreneur, on aime ça se challenger un peu, mais j'adore peut-être ton thinking de promise less, deliver more, mais voilà, je pense que l'éditoire ne sera pas déçu aujourd'hui de t'entendre parler puis d'entendre un petit peu ton parcours. Mathieu, avant qu'on rentre vraiment dans ton parcours d'entrepreneur, j'aimerais ça que tu nous expliques un petit peu c'est quoi Didact, à qui ça s'adresse, où est-ce que vous êtes rendu. Mets-nous là un petit cadre autour de ça. On t'écoute. Parfait. Didact est une plateforme de formation en ligne qui vise à soutenir les PME avec le développement des compétences et connaissances de leurs employés. Donc, ça fait 6 ans qu'on est dans le marché, principalement positionné dans le secteur, pas le secteur, je te dirais, mais un de nos gros edge, c'est notre positionnement bilingue. Évidemment, nous, nos compétiteurs directs, soit que c'est un Google Drive, donc des business qui n'ont pas d'LMS, ou ceux qui ont LMS ou qui en ont besoin. Nos compétiteurs sont aux États-Unis, donc la notion, ils n'auront jamais de service client en français, documentation en français, des éléments comme ça. Donc, on tire notre épingle du jeu à cet élément-là. On soutient les entreprises de tout secteur parce qu'au final, puis tu le sais, là, peu importe ce qu'on fait, on a tous les mêmes problèmes. En tant qu'entrepreneur, en tant qu'entreprise, le lexique va changer, le timing des choses va changer, mais les enjeux critiques sont souvent les mêmes. Donc, de là, on a tous des problèmes d'accueil-intégration, développement des ventes, ces éléments-là. Donc, c'est là-dessus vraiment qu'on va s'appuyer pour soutenir les PME à mieux, je te dirais, historiser, documenter, standardiser l'expertise qu'ils ont déjà dans l'entreprise, dans un système qui va faire qu'on arrête de se répéter, qu'on est capable de corriger une fois. Puis après ça, c'est optimal pour tout le monde. Autant mes ressources, si on fait un changement, on facilite la communication du changement à tout le monde et aussi accélérer l'intégration des prochaines ressources pour que tout le monde soit toujours à jour avec les meilleures pratiques de l'entreprise. Et surtout dans un monde aujourd'hui où il y a de plus en plus de gens qui sont en télétravail, de là l'importance en tant qu'entreprise ou entrepreneur d'avoir un bon système justement pour former ces gens-là et les amener le plus rapidement possible à pleine productivité. On sait que les taux de rotation des gens est de plus en plus élevé dans les organisations, surtout au Québec avec la pénurie de main-d'œuvre. Je pense qu'il touche tout le monde à travers le monde. Mais de là d'avoir un bon système de formation qui est, je dirais en bon français, scalable également, mais oui. Je pense que Didact répond bien à ce besoin-là que pas mal toutes les entreprises aujourd'hui ont. Beaucoup de gens ne savent pas que ce genre d'outil-là existe. Didact étant une très, très, très bonne solution que je recommande. En plus, c'est québécois. Donc, voilà, beau produit, je pense que vous avez. Donc, Mathieu, je rentre dans le vif du sujet. Parle-nous un petit peu de ton parcours d'entrepreneur. Comment ça a débuté? Tu viens de où? Je pense que tu as une belle histoire à raconter. Puis un parcours qui est un peu atypique. Donc, je te laisse le micro. Parle-nous de toi. La façon que ma femme en parle souvent, c'est que j'ai plusieurs vies dans une. Donc, en gros, petit gars bien simple, de la Beauce, problème avec l'autorité. Donc, je suis très, je te dirais, la bougie d'allumage, mettons souvent que je vais utiliser comme terme. Donc, j'ai essayé d'être un employé à quelques reprises et malheureusement, je vois trop de potentiel, je mets trop d'attentes de performance, ces éléments-là. Donc, très souvent, je me ramassais dans une position que je voulais plus que soit mon gestionnaire ou mon employeur, puis je devenais un agent trouble dans l'entreprise à cause que j'étais trop entreprenant. Donc, de là, tu prends pas les maths fortes pour être capable de faire 1+1. Donc, tu te rends compte que
à trop vouloir pour un employeur, ben je vais devenir mon propre employeur. Donc, je me suis rapidement reviré à commencer à lever des projets. Donc, de dire, je pars avec une idée ou un besoin que j'identifie, comment est-ce que je développe une business, l'amène à un niveau confortable et pendant longtemps, je transférais des business ou je les revendais au premier employé. Donc, du moment que moi, ça devient, je veux dire, en gros, il n'y a jamais rien de facile en business, je vais mettre ça clair, mais quand ça devient trop facile, c'est-à-dire que le market fit a été validé, puis c'est une question de croître l'entreprise, historiquement, ça m'intéressait moins. Donc, j'étais premier business, dans le fond, plus établi au niveau du secteur de la musique, donc en gestion d'artistes, en organisation de tournées pan-canadiennes, États-Unis. Ça a pris quand même quasiment 10 ans de ma vie. Pour faire plaisir à ma mère, ben, j'ai essayé d'aller chercher un diplôme académique qui me sert pratiquement à rien aujourd'hui en vidéo. Je suis un gars de la Beauce. La vidéo à ce moment-là, c'était tout à Montréal. J'ai fait 3 mois. J'ai failli me battre 2 fois dans le métro. J'étais comme non, c'est pas pour moi. Je ne survivrai pas dans Montréal. J'ai tout vendu. Je suis revenu à Québec. Puis là, on parle en 2008, 2009. Il y avait pas beaucoup de jobs en vidéo à Québec. J'ai essayé d'appliquer. On m'a refusé une fois pour une job. J'étais comme parfait, merci, c'est ce que j'avais besoin. J'ai démarré Quantum, qui au jour 1 se visait à être une agence de communication que j'ai revite pivoté sur vraiment comme juste une agence en création vidéo parce qu'il y avait peu de compétiteurs à ce moment-là. C'était dans l'émergence tranquillement des vidéos, autant au niveau plus marketing que corporatif. Donc, Quantum qui existe toujours, dans le fond, que j'ai vendu après 5 ans à mon premier employé. Puis, Quantum est toujours en Beauce. C'est un élément qui me rend fier, la notion de démarrer des éléments puis qui reste, je vais dire, soutenable et périn même lorsque je quitte. Donc, par la force des choses, avec les clients que j'avais chez Quantum, bon, évidemment, tu as bâti un réseau de contacts. Je me ramasse à avoir l'opportunité de Didac au travers de ça par une mise en relation. Didac existait à ce moment-là depuis à peu près 6 mois. Donc, c'était l'idée d'une autre personne, de François Levasseur, que je ne mettrai jamais assez de l'avant. Ce gars-là est exceptionnel. Puis François, dans le fond, à ce moment-là, était vice-président de Chronos Technologies, une business techno que certains connaissent peut-être maintenant, qui a été rachetée sur une compagnie qui s'appelle Equisoft. Donc, il développe des applications pour les services financiers. À ce moment-là, Equisoft est passé de 5 employés à peu près 80 employés dans un clin d'œil. Donc, avec des enjeux de comment est-ce qu'on développe des contenus de formation pour nos utilisateurs. Donc, si vous êtes dans le domaine des SaaS, entre autres, vous connaissez sûrement l'importance d'activation de vos clients. Donc, de bâtir soit une académie pour réduire le volume de support de support technique de votre équipe, mais en même temps donner plus d'autonomie. Donc, François avait ces besoins de formation-là, tout en faisant une saine gestion de la croissance, donc formation aux employés. Puis, trouvait peu de solutions sur le marché en français. Donc, ils se sont dit, on va développer un outil interne. Tant qu'à le développer, on va essayer de le commercialiser. Et par la force des choses, c'est venu un peu comme ça. 6 mois après, quand je suis arrivé, la vision était encore, par contre, très Didac, ça va devenir le Netflix de la formation au Québec. Ce qui était très noble comme vision. Par contre, ça prend des ressources financières pour être capable d'assumer cette ambition. Didac, on est bootstrap depuis le début, puis comme si c'est quelque chose dont on est fier et que c'est un modèle qui nous convient. Fait que quand je suis arrivé, j'étais comme, les gars, c'est bien le fun de votre vision, mais vous n'avez pas on n'a pas les moyens de nos ambitions. Comment est-ce qu'on se tire notre épingle du jeu? Puis ceux qui connaissent la Beauce est reconnue pour une chose. En fait, de plus en plus pour des mauvaises choses, mais mettons, le fondement qui unit, c'est le berceau des PME. Moi, c'est excessivement profond, la PME, l'entrepreneuriat, la notion du simple, efficace. On se barre pas dans les détails. Donc, la simplicité fonctionnelle. Fait que j'ai reviré Didac à l'entrée en disant, gars, je pense qu'il y a quelque chose à explorer là. Je pense que c'est aussi plus facile à identifier les besoins communs. Parce que si tu rentres dans le domaine de la formation, en vente de formation, tu es otage de toujours être à la course des nouvelles tendances marketing. Du code, ça se fait pas en un soir, en 24 heures. Donc, le temps de développer le code, il est peut-être plus encore assez à la mode sur la nouvelle tendance. C'est pas un style de gestion puis de développement qui me tentait. Donc, on est revenu sur quelque chose qui était plus facile à anticiper puis plus solide sur le long terme. Et je fais une parenthèse pour l'auditoire, le concept de bootstrap, il y a différentes possibilités là, de développer les produits ou vos idées technologiques. Il y en a un qui est d'aller chercher du financement à l'externe. Le bootstrap est le concept de s'auto-financer par rapport à des liquidités qu'on aurait ou d'autres entreprises qui sont sœurs à l'entreprise. Donc, c'est de ne pas aller chercher de financement externe pour être capable de développer l'idée. Moi, j'avais 2 éléments là, qui me rendaient super fébrile de faire une entrevue avec toi aujourd'hui. Un, c'est le fait que vous êtes en bootstrap dans le développement du logiciel, ce qui est un exploit en soi, surtout quand il y a des gros joueurs dans le marché. Fait que je voulais avoir ton input puis
pouvoir le partager avec le reste de l'auditoire. Et également ton parcours d'entrepreneur dans le sens que tu es rentré comme employé là-bas. Oui. Et ça l'a bougé à travers le temps. Puis je pense que ça peut inspirer les gens qui nous écoutent parce que ça veut pas dire, vous n'avez peut-être pas nécessairement besoin d'avoir une idée. Vous pouvez vous joindre à une entreprise qui existe et en faisant vos preuves, de réussir à pousser cette idée-là à un autre niveau, d'être un peu intrapreneur et de, en quelque sorte, après ça, avoir des actions de l'entreprise pour aller plus loin puis de devenir actionnaire et même de pousser l'idée à un autre niveau. Parle-nous un petit peu de ça, si tu es à l'aise de comment que ça a bougé un petit peu. Toi, tu es rentré, tu n'avais pas d'actionnariat du tout dans l'organisation. Parle-nous de ça. Exact. Donc, quand je suis rentré chez Didac, je suis rentré au développement des affaires. À ce moment-là, Didac, il y avait 4 développeurs, une directrice générale, et moi, j'allais être la première personne qui allait s'occuper vraiment plus de la croissance, mettons, de l'entreprise. On m'a fait comprendre très tôt qu'il y aurait des belles opportunités à court terme dans l'entreprise et c'est plus là qu'on me voyait. Donc, que le volet développement des affaires, c'était pas le game plan pour moi. C'était une porte d'entrée temporaire seulement. Et par la force des choses, en fond, je me suis ramassé à prendre officieusement la direction générale à l'intérieur des quelques mois suivant mon embauche. La directrice générale a quitté. Donc, à ce moment-là, dans le fond, j'ai assumé un petit peu plus les fonctions. Puis, dans l'entreprise, dans le fond, on est 5 actionnaires. Mes 4 partners sont des développeurs. C'est des personnes qui ont essayé de lever des produits par le passé. Puis, à un moment donné, faut être honnête avec soi-même, même si le code est propre, ça n'a pas levé parce que la notion, je vais dire, plus entrepreneuriale, développement des affaires, c'était vraiment pas leur force. Donc, ils m'ont fait une belle confiance aveugle à ce niveau-là. Un élément, moi, je suis un amateur de lutte et il y a quelque chose qui m'a frappé, quand j'étais jeune, puis j'ai vu la tactique de négociation. Un jour, WWE, WCW, quand ils essayaient de se voler les lutteurs entre eux, il y a quelqu'un qui a dit, c'est-moi juste pour 1 an, puis dans 1 an, tu vas savoir si je vaux le double du salaire ou si tu me mets dehors. C'est un peu la stratégie que j'ai prise. Donc, je suis rentré modeste dans l'entreprise, vraiment des affaires, j'ai pas fait mes grosses demandes, mais je l'ai dit très clairement, gars, tu vas le savoir dans 1 an si je vaux beaucoup plus ou si j'ai pas ma place là. Est venu le 1 an, puis j'étais carte sur table, j'étais comme, les gars, on a appris à se connaître, je vois un beau potentiel. Je pense que je peux amener cette business-là à une place intéressante. Mais il faut que ça fasse du sens pour moi aussi parce que foncièrement, je suis un entrepreneur. Puis quand François est venu me chercher, dans sa tête, lui, on n'a pas eu la discussion, mais sa vision était Mathieu va venir comme une espèce d'enforcer, revirer ça 1 an, puis à cause de son profil, il a assumé que j'allais partir. Je suis resté. Sauf que je leur ai dit, pour que je reste, ça me prend des actions. Et c'est de là, dans le fond, que les discussions sont entrées. Puis honnêtement, ça a passé comme du beurre dans le poêle parce que ça faisait du sens au niveau du profil des gens, des compétences requises, de la vision, puis de ce qu'en général, c'est quoi la semaine parfaite de chaque individu. Parce que quand tu es une petite entreprise, encore plus bootstrap, tu as plusieurs chapeaux en même temps. Ta semaine parfaite, c'est rare, tu l'as, à cause de toutes les distractions. Donc, j'amenais la possibilité d'enlever des chapeaux qui leur tentaient pas du tout. Fait que c'est pour ça qu'en rentrant actionnaire, ça s'est bien fait. Puis de là, dans le fond, du moment que tu rentres actionnaire, c'est là que tu peux plus ouvrir les valves. Parce que la première année, premier 18 mois, je vous mentirai pas, c'est une relation quand même étrange où je suis directeur général, mes employés sont mes actionnaires. Donc, à tout bout de champ, c'est ma responsabilité d'arriver avec les idées qui, normalement, eux devraient exécuter, mais mon employé peut mettre son droit de veto parce qu'il est en même temps mon CA. Donc, ça a été une position, c'est ça, je vais dire, particulière pendant un certain temps, jusqu'à temps que là, en rentrant actionnaire, je me suis permis de mieux assumer ma position et de vraiment plus m'approprier la vision du DAC. Maintenant, c'est ça. Voici le plan de match, voici dans quelle direction qu'on y va, pourquoi, qui on vise. Donc oui, même si je suis parti de employé, mon track record, mon héritage que j'ai laissé derrière avec les différents business que j'ai levés ou que j'ai mentoré puis que j'ai aidé démontre que je suis capable de livrer sur la vision. Il faut juste me faire confiance. Et là, ça a été juste une histoire de faire mes preuves pour aller chercher la confiance avec le reste de l'équipe que je mérite d'avoir ce pouvoir-là dans l'entreprise. Intéressant. Puis je dis souvent qu'il y a comme 2 types d'entrepreneurs là, quand il y a des idées de produits technologiques comme ça. Il y a ceux qui sont techniques. Donc, il y a un background technique, souvent des gens qui vont connaître le code, qui vont être très proches du côté produit. Et il y a l'autre côté, plus le côté marketing, entrepreneur, commercialisation. On oublie souvent beaucoup ce côté-là qui est souvent le vrai gros défi, le vrai gros problème parce que des problèmes, il y en a partout. Des solutions qu'on peut développer, il y en a
plein de choses qu'on peut faire, mais après ça, c'est comment qu'on réussit à aller chercher notre clientèle et à rendre tout ça viable économiquement parlant, particulièrement si on s'autofinance, ben, il faut qu'il y ait des sous qui rentrent, il faut que la machine tourne, il faut qu'on soit capable de payer les salaires. Toi, tu es rentré plus dans un côté qui était, si je ne m'abuse, plus le côté entrepreneur, marketing, commercialisation. Exact. Tes autres partners sont techniques. Ça l'apporte, j'imagine, son lot de défis, mais son lot de complémentarité à travers tout ça. Aurais-tu un peu d'expérience à partager ou des conseils s'il y a d'autres gens qui nous écoutent, que ça leur arrive d'avoir justement cette dualité-là, technique contre, ben, je dirais pas nécessairement contre le côté entrepreneur, mais souvent, le côté technique va prioriser que le code soit parfait, qu'il n'y ait pas de technique, mais en réalité, des fois, il faut aller un petit peu plus vite que ce qu'il faudrait. Faut prioriser le go-to-market, d'aller chercher des clients, puis de développer en lien de ça souvent. Parle-nous un petit peu, as-tu des conseils ou as-tu des exemples de cas que ça l'a coincé, puis d'essayer de partager un peu ton expérience là? Je pense que c'est pas une question de un ou l'autre. Je pense que tu as un besoin foncier pour que ça fonctionne, d'avoir les deux profils dans l'entreprise. Je ne pense pas qu'une personne peut bien représenter les intérêts des deux pans tout seul. Historiquement, moi, tous mes autres business, je les ai roulés tout seul. Didac, c'est la première business que j'entreprenais avec des partenaires et des gens. Puis honnêtement, je suis excessivement content d'avoir pris ce pari-là parce que maintenant, je me rends compte de l'importance d'avoir des gens qui sont là pour te mettre les pieds sur le break quand c'est nécessaire. Parce que, tu sais, si j'étais tout seul à prendre des décisions, je suis quelqu'un d'assez impulsif, honnêtement, la business ne serait pas où est-ce qu'elle est là aujourd'hui. Fait que, tu sais, la dualité entrepreneuriat versus qualité du code et le côté technologique est super importante parce que ça nous a sauvés à plusieurs moments, mais à l'inverse aussi de moi aller comme expliquer puis faire progresser les devs dans la notion de t'as beau avoir le meilleur produit, le meilleur code, si personne le voit, ça vaut rien et que 9 fois sur 10, un produit qui est moyen avec un bon marketing va l'emporter sur un produit excellent qui est mal amené au marché. C'est très important. C'est très important ce que tu dis là pour l'auditoire, là. C'est souvent on essaie d'avoir le produit parfait avec toutes les fonctionnalités, mais la réalité, c'est souvent beaucoup plus une game de comment on l'amène au marché à ce moment-là. Et quand tu l'amènes au marché, c'est trop facile. En même temps, je vais rembarquer dans un autre terme technique, mais je vais prendre le temps au pire de l'expand. Nous, on est non seulement bootstrap, on est allé avec une approche MVP. Donc, de dire quelles sont les fonctionnalités nécessaires minimales pour être capable de générer une valeur à notre client. Oui, on avait notre vision à long terme de bon, mais ça prend ça, ça prend ça, ça prend ça. Est-ce qu'on a besoin de tout avoir pour aller au marché? Absolument pas. Quand tu démarres une entreprise, qu'elle soit technologique ou peu importe, tu n'as que des hypothèses. La capacité d'une entreprise à bien survivre plus de 12 mois, plus de 36 mois, plus de 5 ans, c'est sa capacité à aller valider ses hypothèses sans trop attendre, mais en même temps en ayant fait assez de recherches pour avoir un bon niveau de confiance et d'information sur son hypothèse. Donc, l'approche MVP, le Minimal Viable Product, donc c'est de dire, bon, mais oui, je sais qu'à terme, dans 2 ans, 3 ans, je veux être capable de soutenir tous ces problèmes-là. Parce qu'une technologie, ce n'est qu'un véhicule pour régler un problème, pour modifier un comportement qui est souvent un irritant. C'est attaché à une douleur. Donc, quelle est la douleur qui est la plus vive, que je peux régler de façon le plus facile et le plus rapidement possible avec l'exécution du code qui est nécessaire pour arriver au résultat escompté. Donc, l'approche MVP t'amène à dire, bon, mais je brûle pas toutes mes ressources à développer 10 fonctionnalités avant d'aller au marché, parce que de là, ben, tu mets ta business sur l'aspect financier très à risque parce que tu n'as aucun revenu et des dépenses pendant une période prolongée. Tu n'as pas validé si ton interprétation et ton hypothèse répondent à un réel besoin. Donc, c'est une approche qui est plus agile, mais qui dérisque beaucoup ta business si c'est bien fait. Tu vas générer des plus petits revenus au début parce que tu ne peux pas charger le plein prix, tu n'as pas toutes les fonctionnalités, puis maintenant, c'est capable d'établir c'est quoi la valeur de la douleur que je règle aussi. Mais au moins, ça te permet de progressivement générer un peu de revenus que tu réinvestis. Donc, de là, le bootstrap, tous les revenus qui ont été générés dans Didac ont été remis dedans. Donc, c'est juste de créer ce premier tour de roue qui te donne confiance à ton produit, te donne du data sur lequel bâtir et en même temps, tranquillement, pas vite, te permet d'aller chercher aussi de la validation sociale pour faire une espèce d'effet domino où même si tu n'as pas d'équipe de vente, si tu réponds au bon problème de la bonne façon, ton équipe de vente, c'est tes clients. Puis c'est juste comment tu leverages le peu de ressources que tu as. Très intéressant. Puis j'adore comment tu le formules, entre autres, le concept de la douleur.
et plus que de douleur souvent pour ce que la personne est prête à payer pour régler cet irritant-là, ce fameux pain point-là. Et pour ceux qui veulent en savoir un peu plus pour le concept d'MVP, on a un épisode spécifiquement là-dessus, mais j'aime la manière que tu le formules. C'est une des raisons que je disais, j'avais hâte de discuter avec toi aujourd'hui. Tu as une belle capacité à vulgariser les choses, et ça, je pense, en est vraiment un bon exemple. Mathieu, je pense qu'on est, de mon côté, mon opinion à moi, c'est qu'on apprend beaucoup par les erreurs des autres. Puis c'est un peu le but du podcast aujourd'hui, c'est de partager un peu les erreurs qu'on a fait chacun et chacune dans nos développements de produits. C'est quoi présentement ta plus grande erreur là, qui est arrivée dans le développement de produits qu'on pourrait partager avec l'auditoire, qui pourrait les aider à peut-être à grandir ou du moins essayer d'éviter ce genre d'erreur-là? La prochaine fonctionnalité que vous visez à faire n'aura pas l'impact que vous visez ou que vous espérez. Je te dirais que cet élément-là m'a coûté quasiment 2 ans et demi de mon temps. Tu sais, Didac, dans le fond, je suis pas capable de dire que ça a coûté 2 ans et demi de temps à Didac dans sa croissance parce que, étant bootstrap, dans le fond, on a financé à partir des revenus de l'autre compagnie qu'on avait, Hook, donc l'agence de service. Donc, pendant les 3 premières années, en fait, quasiment les 4 premières années sur 6, Didac était développé à 50-60% du temps disponible des développeurs. Ce qui fait que le peu de ressources que j'avais au début, c'était ma responsabilité d'encore mieux les utiliser. Et là-dessus, moi, je suis capable de prendre le blâme absolu sur l'erreur que j'ai faite de toujours entretenir le dialogue interne de on vend pas parce qu'on n'a pas cette fonctionnalité-là. Donc, de toujours miser sur la fonctionnalité que moi, je sais qu'il manque et que je veux aller et non pas valoriser ce que j'ai déjà en place. Donc, j'ai le goût de te dire que, ce pattern-là, je remplis une main facilement en ayant la pensée magique de ben dès que ça va être en ligne, là on va avoir de l'attraction. Ça va être un game changer. C'est faux. C'est faux. Honnêtement, si vous revenez sur la notion de c'est quoi le problème que vous voulez régler, huilez-le, cette machine-là, le plus possible, facilitez l'atteinte du résultat escompté, va vous générer beaucoup plus de traction que juste ajouter des affaires qui vont devenir des distractions et possiblement, rendu là, justement, ralentir ou vous éloigner de la douleur initiale. Vous êtes mieux de répondre à un problème et d'être le meilleur à répondre à ce problème-là que d'essayer de répondre à 2 problèmes à une note de 6 sur 10. Donc moi, ça, c'est quelque chose que ça a été long à faire comme apprentissage et maintenant que je n'entretiens plus cet élément-là, ça a un impact sur la façon qu'on va réfléchir la vision du produit, la communication marketing, comment qu'on gère nos appels découvertes et ventes. Donc, on ramène toujours ça sur comment est-ce qu'on valorise ce qu'on a présentement. On ne parle plus jamais de ce qui s'en vient. Parce que, ultimement, on s'est rendu compte que c'est du perdant-perdant dans les 2 scénarios. C'est-à-dire, si j'ai on ne travaille pas avec un roadmap de notre côté, on travaille avec la méthode Shape-Up. Donc, puis la raison derrière, justement, est un petit peu mon point. Un roadmap, quand tu l'identifies, mettons, dans ma prochaine année, j'ai 4 trimestres, voici tout ce que je veux faire dans mon année. Si tu en commences à en parler de ton roadmap, parce que il est établi, c'est sûr ça va se faire, on peut en parler un peu de notre vision, tu viens de mettre une attente à ton client. Si tu prends du retard Q1, Q2, là, tu es mis dans une position difficile de, OK, bon, mais comment est-ce que je dis à mon client que l'attente que j'y ai mis, je ne livrerai pas dessus? Autre scénario qui va être tannant sinon, c'est à l'inverse. Si entre-temps, tu as une meilleure idée, mais que tu as déjà parlé à quelque chose, là, tu es confronté à est-ce que je déçois des clients en leur disant que ça ne se passe pas ou est-ce que j'accepte de honorer ma parole et de laisser passer une opportunité qui pourrait avoir un élément significatif? Donc, à cette heure, le mot d'ordre à l'intérieur, aux ventes, c'est peu importe ce qui s'en vient dans le futur, tu fermes ta gueule avec ça. C'est vraiment information interne. Nous, on le sait, mais à l'inverse, si je dis à mon monde, on n'a pas le droit de parler de ce qui s'en vient, par défaut, ça leur force de parler plus de ce qu'on a présentement. Donc, on revalorise beaucoup plus notre fonction et notre bénéfice aujourd'hui qu'il peut consommer et non pas la promesse d'un résultat potentiel demain. Et c'est pas évident, ça, de dire non, de développer des nouvelles fonctionnalités. Puis ce qu'on oublie souvent dans ce parcours-là, c'est qu'il y a un coût pour la développer, mais il y a quand même un coût pour la maintenir aussi. Il y a un coût de support également parce que ça va générer des demandes de support également. Il y a un coût pour créer tout le onboarding de ces nouvelles fonctionnalités-là. Coût de focus, coût de, ultimement, c'est puis ça, mettons, si la deuxième plus grosse erreur qu'on a faite, c'est ça. Dans les 3 premières années, on faisait du développement custom pour nos gros clients. Aujourd'hui, c'est des dettes techniques, là. C'est des éléments de comme, OK, bon, mais on va dire oui, tu sais, on se ment à nous-mêmes. On va dire oui parce que ça faisait partie de notre plan de match. Le libellé de la fonctionnalité, c'est ce qu'on avait, mais les paramètres dans lesquels on dit qu'on va le bâtir, on fait tout le temps un petit pas à droite de,
c'est à peu près ça qu'on voulait faire, mais là, pour son besoin, il y a une petite particularité. Fait que tu dénatures ton produit, ta vision. Fait que c'est un trade-off très court terme pour long terme. Comprenez-moi, par contre, je ne regrette pas de l'avoir fait parce que c'est ce qui fait qu'on était capable de payer nos bills et se rendre à aujourd'hui. Mais l'objectif avec ça, c'est de mentalement vous donner l'objectif de couper ce pattern-là le plus vite possible. Tu le fais par nécessité financière et rien d'autre. Juste si c'est un trend. Si tu ne le fais pas, tu payes, comme tu fais faillite, ok, vas-y. Mais si c'est des juste, c'est un 25 000, c'est un 30 000 de dev facile, s'il n'est pas game changer dans ta business, je veux dire, on aime tous l'argent. Fait d'en aller chercher plus, c'est le fun. Mais de comprendre que si ta business ne dépend pas de ce montant-là, n'y va pas. Et c'est de trouver ce fameux équilibre-là entre rapporter de l'argent à court terme pour peut-être justement réussir à se propulser vers l'avant, puis quand est-ce qu'on arrête, c'est tellement une ligne qui est mince et invisible, qui est à un endroit différent d'une personne à l'autre dans l'organisation. Fait que ça a dû, j'imagine, générer quelques débats entre les actionnaires de temps à autre, où on y va dessus, on y va pas, ou on arrête. Là. On en revient sur la dualité business versus dev. C'est sûr que dans ces scénarios-là, c'était souvent moi qui arrive avec l'importance que ça peut avoir sur l'élément de développement des affaires et eux qui me disent « Ouais, mais ça va être une dette technique ou quoi que ce soit. » Fait que c'est sûr que c'est pas des discussions qui sont faciles ou agréables. Par contre, en entrepreneuriat, il faut accepter qu'elles sont nécessaires, ces discussions-là. Tant que tu es capable de rallier les gens sur c'est quoi l'objectif commun derrière. Et si la seule motivation, avec les années, tu gagnes en maturité aussi, puis tu es exposé à plus de choses. Looking back, si la motivation, c'est juste l'aspect financier, pour payer tes bills, il y a d'autres stratégies. Essaie de faire des upsells de contrats sur 3 ans, payer upfront avec un discount ou quoi. Il y a des façons de lever de l'argent avec tes mêmes clients et prendre le pari sur le futur, de dire, bon, mais gars, plutôt qu'être payé justement comme 3 ans en ligne, une fois par année, si j'ai besoin d'argent là pour faire une embauche stratégique, ben, je vais peut-être appeler un ou deux de mes bons clients puis dire, hey, gars, si je te fais un deal 20% off sur un client, sur un contrat 3 ans, mais payable upfront, ben, ça te permet de générer des bons revenus à court terme. Puis là, tu dis, ben, avec le gain que je fais là, je me reprends sur les paiements amorcés que j'aurais pas dans l'année 2, l'année 3. Donc, il y a une meilleure compréhension des stratégies financières qui ne dépendent pas de vendre des heures à du custom dev. C'est une excellente astuce. Moi, j'appelle ça la technique iWeb. Pour ceux qui ont connu l'entreprise iWeb, qui était de l'hébergement, un des premiers au Québec, ils ont été jusqu'à facturer 10 ans en avance leurs clients pour réussir à cacher de l'argent, pour acheter le matériel pour le prochain client. C'était du jamais vu, là, pratiquement mondialement parlant. Là. C'était assez impressionnant. Mais effectivement, dans un cas de bootstrap, vous êtes capable de devancer à ce moment-là vos moments de cash flow. En même temps, ça sécurise des clients. Vous êtes certains qu'ils vont être là au moins pour 3 ans. Ils vont être là pour la long shot. Puis ça devient un petit peu des partenaires à ce moment-là. Fait qu'excellente astuce, très intéressant. Vous avez une idée de produit techno à développer et vous vous demandez, suis-je prêt à le faire? Bonne nouvelle, dev2co.com rend à votre disposition un mini questionnaire gratuit en ligne qui vous permettra de parfaire votre réflexion et surtout de valider à quel point vous êtes prêt ou non à démarrer le développement de votre idée technologique. Rendez-vous au dev2co.com/évaluation, DEV le chiffre 2 CEO.com/EVALUATION. Sur ce, de retour à l'épisode en cours. On est aujourd'hui, là, ça fait plusieurs années que tu pousses le projet, tu le fais avancer. Si on avait à se téléporter, là, puis le reculer en arrière au début, là, quand tu es rentré dans l'entreprise, c'est quoi le conseil que tu aurais aimé que ton toi d'aujourd'hui te donne à ce moment-là, son recul en arrière? Là? Assume plus vite ta position. Assume plus vite ta force. Je l'ai fait mention un petit peu tantôt. Ça a été long avant que je me donne le droit de dire ce business-là est autant à moi qu'à eux. À cause du principe que, justement, je suis arrivé, j'étais un employé. À cause du principe que c'est Hooked qui a financé la business et qui fournissait les devs. Ça faisait 8 ans que ça existait. Là. Donc, il y avait une notion historique un petit peu dans le noyau de développeurs et des employés qui existaient. Moi, je suis arrivé. Pendant longtemps, c'est pas le syndrome de l'imposteur. Ce que je sais, je le sais en crise, on va te le dire. Sauf que d'assumer qu'ils seront pas d'accord et qu'on va y aller pareil. Donc, de tenir mon bout de comme, hey, vous m'avez mis dans cette position-là parce que vous me faites confiance. Ben, c'est là que je la cash in. Puis que je mets mon doigt de veto de même si vous n'êtes pas d'accord, c'est ma job d'aller là et je le prends 100% imputable. Je ne me suis pas permis de le faire pendant trop longtemps, ce qui a fait que j'ai dilué
des décisions ou des stratégies que j'aurais voulu mettre en place qui, au final, nous ont coûté du temps et du focus. Tu sais, c'est la beauté. En même temps, c'est une chose que je veux qu'on retienne un peu de ça, c'est que des erreurs, vous avez le droit d'en faire. Et à la limite, Didac en est une très belle preuve. Des erreurs, on en a faites. Là. On apprend sur le tas. Tu sais, j'ai jamais été président d'une business de 10-12 employés dans le passé. Mes employés sont conscients. Tu sais, on est tous en développement, en train de bâtir l'avion ensemble. On va faire des erreurs. Prenez des risques. Tu sais, il y a très peu d'erreurs qui peuvent vous mettre dans une position de faillite ou quoi que ce soit. Donc, essayez pas d'avoir le plan de match parfait. Soyez juste, je dirais, plus alerte. De la meilleure façon que je vais le positionner tout souvent, c'est un entrepreneur. Très souvent, c'est pas être la meilleure personne à savoir quoi faire, c'est juste être la meilleure personne à savoir quoi ne pas faire. Puis moi, je vois une grosse nuance là-dedans. Plus tu vieillis en entrepreneuriat, plus tu sais que ça, tu vas pas là, ça, tu vas pas là. Le reste, c'est de l'hypothèse. C'est plus un processus d'élimination d'idées, à la limite, que de générer la grosse idée qui va faire un game changer. Parce qu'à partir de là, c'est une question d'exécution. N'importe quelle idée moyenne bien exécutée va donner des résultats intéressants, je pense. Faut juste pas que tu partes d'un track d'idées qui sont des pertes de temps ou des pertes de focus. Et de là, d'avoir une vision stratégique où ce que tout le monde est aligné là, en partant et non d'aller à gauche par droite, bien qu'il faut faire des pivots. Puis de là, le nom du podcast Pivot aujourd'hui, il faut être capable de pivoter pour vraiment aller trouver où est-ce qu'il y a vraiment un marché, où est-ce que le pain point est très fort, que les gens sont prêts à payer, surtout de manière récurrente, là, parce que c'est ça qu'on va aller chercher souvent dans le développement de produits. Puis il va en avoir des pivots, là, surtout business techno. Ça peut être long avant que tu aies un retour. Tu sais, le temps de créer ton code, que quelqu'un le consomme, qu'il y ait un résultat, t'as pas l'instantanéité de « Salut, je te donne un produit, prends-le, t'as-tu aimé ça, je me rechange, puis demain, il est changé. » Il y a une espèce de délai qu'on doit accepter de vivre avec, puis être plus à l'affût de comme « OK, ça va-tu dans la tendance que je veux, sinon est-ce que je dois pivoter? » C'est disant qu'on est dans notre troisième pivot soft, un peu, je vais dire de même, plus au niveau de l'audience que les douleurs qu'on vise à régler. Mettons, quand on a commencé, on visait 2 audiences. Vente de formation, formation interne. Puis on l'a tenu longtemps. Il y a 2 ans, on a tracé la ligne de dire, gars, il y a des fonctionnalités qui sont des overlaps, fait qu'on est encore capable de très bien servir nos clients qui sont en développement des affaires et les ventes, mais que pour la vision du futur, on développe des choses qui sont pour la formation interne. Puis ça amène à un gros changement dans ton approche marketing, le mot que tu vas utiliser, les user journey dans ton app, de comme bon, mais on accepte que si on fait ce changement-là, ça crée un clic de plus pour l'audience vente, mais ça en élimine 2 pour notre audience principale. Donc, il faut être alerte à ces éléments-là, puis faut pas avoir peur de faire un pivot si justement on se rend compte que le product market fit est pas solide nécessairement. Et ça donne plus de focus, le message est plus percutant, l'expérience utilisateur est meilleure par la suite. Exact. C'est toujours difficile de dire qu'on va délaisser une partie de la clientèle qui nous amène des revenus actuels ou futurs. Exact. Fait que de là, il faut prendre des décisions, il faut pivoter, des fois tester. Des fois, on peut revenir en arrière puis rechanger de cap, mais très intéressant. Qu'est-ce que tu ferais d'autre de différent si tu avais à recommencer, outre les éléments qu'on a déjà mentionnés ensemble? Eh boy, il y a tellement d'affaires que je referais différemment, mais en même temps, je regrette rien de ce que j'ai fait parce que c'est ce qui fait qu'à cette heure, t'apprends par l'erreur, fait que je suis pas capable de regretter rien de ce qu'on a fait. Le phase-out de Hooked versus Didac, dans le fond, on a fusionné nos entreprises, dans le fond, au 31 décembre. Donc, tu sais, comme je l'ai mentionné tantôt, pendant 3 ans, quasiment 4 ans de travail avec des ressources parce que Didac avait une bonne croissance, mais les revenus dérisquaient financièrement à 100%. C'était facile. Si Didac manque un peu d'argent, on va prendre un peu plus de dev. Mais ce coût d'opportunité-là, coût de focus, a coûté cher, je pense, sur le long terme. Donc, d'avoir possiblement entrepris la fusion des 2 business plus rapidement, de plus rapidement aller en mode, gars, est-ce qu'on y croit ou on n'y croit pas? On va all-in ou all-out. De ne pas rester dans cet entre-deux-là aussi longtemps est pas mal une des rares choses que là, je ferais peut-être différemment. Là. Et dans votre cas, vous autres, vous avez arrêté l'entreprise de service ou vous avez vraiment... On est en train de transférer notre dernier client. Donc, c'est un processus qui est enclenché depuis 18 mois. Okay. Donc, bon an, mal an, tu avais 5, 6 clients en même temps. Puis, c'était des projets complexes, longue durée, donc des contrats de 3, 5 ans de développement. C'est comme des revenus garantis, simples, comme c'était une bonne formule. Mais c'est ça, c'est que
on en revient un petit peu avec le même paradoxe que le custom dev pour ton app. Là, c'est juste qu'on le faisait pour d'autres. Donc, veux-tu des revenus garantis aujourd'hui en échange d'heures que tu ne mettras pas sur ton produit? Un choix difficile à faire. Un choix difficile, puis c'est parce que quand tu arrives de cet élément-là de service, tu sais, surtout dans le cas de Hook, comme je te mentionne, c'est des mandats de 3, 5, 6 ans. Tu as développé une relation avec la personne, ça devient émotif. C'est pas vrai que c'est juste des clients, puis que c'est juste business, puis que c'est juste « Hey, voici une lettre qui vous dit que dans 90 jours, on arrête nos services avec vous. » Tu sais, on est très chevalier blanc. Il y a des clients qu'on a pris plus qu'un an avec eux pour faire la recherche de la personne qui allait reprendre, pour s'assurer qu'il y a personne qui est abandonné, comme on le voit malheureusement trop souvent. Protéger nos valeurs dans la façon que ça allait être fait aussi, la notion d'être authentique, intègre, de foncièrement vraiment vouloir aider. Donc, c'est quelque chose qui a été un élément de stress, je te dirais, dans les dernières années de comment est-ce que, justement, si on arrête de prendre les revenus de service, comment est-ce que Didac, c'est quoi l'impact financier? Est-ce qu'on va bien s'en sortir? Puis à l'inverse, si on le fait le move, comment est-ce que ça se fait bien dans les règles de l'art? Donc c'est un élément que j'aurais quand même aimé possiblement plus rapidement accélérer. Parce qu'effectivement, il y a un enjeu financier là-dessus parce qu'il peut y avoir des revenus qui arrivent de l'autre entreprise. Il y a l'aspect dont on ne veut pas laisser tomber les clients, mais on ne veut pas laisser tomber le staff. De ce que je comprends, c'est que vous avez transféré pas mal tout le staff dans Didact à ce moment-là. Absolument. Vous avez réussi à créer une continuité. Absolument. Ça, c'était non négociable quand on a fait le pivot de comme accepter de OK, possiblement qu'on va brûler de l'argent pendant 1 an ou 2, mais on va honorer les emplois qu'on a. C'est des gens qui ont contribué à où est-ce qu'on est là. C'est des gens qui, honnêtement, on les veut dans l'autobus, là. Il n'y a pas personne que j'ai présentement dans l'entreprise que je ne veux pas. Tu sais, un matin, tu dis, Mathieu, tu repars Didact de A à Z qui tu veux, je reprends les mêmes personnes, là. J'ai confiance en mon équipe, puis rendu là, j'aime mieux cracher sur des profits à court terme, puis accepter que je les garde, que de dire on va optimiser financièrement l'entreprise, les mettre dehors. Asti, il faut que j'en engage des devs dans 18 mois parce qu'on a une croissance. Je suis pas plus avancé. Là. Non, les devs sont rares, le coût d'aller les chercher. Puis, fait que je suis comme pour nous, ça n'a jamais été une considération dans le processus de transfert ou fusion d'entreprise, de dire on réduit le payroll à cause des besoins, mettons, de Didact pur versus le reste. Très intéressant, puis je pense que ça va inspirer beaucoup de gens qui font du service aujourd'hui, qui tentent parfois de transférer en produit. Je pense qu'il y a moyen de le faire à succès, mais de le faire aussi avec des valeurs intègres, puis d'essayer de sortir du positif de tous les aspects au bout de la ligne. On parlait en pré-entrevue de différents concepts. Tu mentionnais la notion de, puis je sais pas si je vais bien le mentionner là, mais de amor fati. Donc, j'aimerais ça que tu puisses partager à l'auditoire. C'est quoi ce concept-là, cette notion-là? Je pense que c'est quelque chose qui est très intéressant pour les gens qui veulent justement développer des produits technologiques ou même une entreprise. Parle-nous de ça. Ça va en effet plus profond que juste l'élément technologique. Moi, ça fait partie de mon guide de survie. De l'entrepreneuriat en général. L'entrepreneuriat, c'est excessivement difficile. Ça prend des bons moments, puis ça prend des mauvais moments. Dépendamment du profil de personnalité. Moi, je suis pas une personne qui a facilement la capacité de gratitude ou reconnaissance je suis quelqu'un d'exigeant. Surtout avec moi-même, donc je trompe très, très facilement dans le dialogue interne et les éléments négatifs. Puis à un moment donné, il faut que tu protèges ta santé mentale parce qu'au final, les gens, je veux pas dire dépendent de toi, mais les gens si t'es en haut, c'est toi qui as la vision, c'est ta job d'avoir la meilleure espace mental pour bien réfléchir, parce qu'après ça, ce qu'ils font, c'est juste une extension de tes idées. Amor fati, c'est un concept qui découle du stoïcisme, donc qui est très simple, c'est de continuellement se rappeler que c'est la vie qui t'a choisi et que tu n'as pas le droit de chialer des mauvais moments. Tu n'as pas le droit de te voir comme une victime, parce que c'est une décision consciente que tu as prise, que ça allait venir, et de là, c'est ta responsabilité d'embrace ces moments-là. Ce qui fait que les moments difficiles, tu ne les vis pas de la même façon. C'est pas lourd, c'est pas une croix sur tes épaules, c'est « OK, c'est tough », mais tout de suite, mon réflexe, c'est « ça va être un esti de beau tremplin pour quand je vais bounce back ». C'est une nécessité, les moments durs ne sont pas évitables, tu dois les embracer. L'image que je vais dépeindre un peu, c'est enlevez-moi pas l'épaule, enlevez-moi pas le poids sur l'épaule, donne-moi plus de force dans les jambes à la place, un peu. Puis moi, ça, c'est quelque chose qui est un filon conducteur de tout ce que je vais entreprendre dans ma vie en général, mais surtout avec l'entrepreneuriat, parce que je suis pas quelqu'un qui essaie d'éviter les choses difficiles. Je vais head-on, sachant que
les meilleures choses qui me sont arrivées. Ça a été des périodes de calvaire, mais en même temps, c'est le fondement de pourquoi à cette heure, je suis autant assumé, solide dans mes convictions, mes valeurs, puis qu'à partir de là, je suis capable de me débarrasser de ce que les gens pensent de moi, que ma vision est claire, que le Christ, je sais ce que je m'en vais, je sais pourquoi, puis ça, je le sais à cause de tout le temps que j'ai passé dans tranchées. Donc, Amor Fati se ramène là-dedans. Donc, aime la vie que tu as intentionnellement choisi de vivre et ne le remets pas en question. La journée que tu fais comme, OK, je t'ai écœuré, mais à ce moment-là, tu as une responsabilité, à mon sens, à titre d'entrepreneur, de te retirer. Tu viens d'ouvrir le doute, donc tu n'es plus la bonne personne, tu es rendu émotivement maintenant biaisé sur la façon que tu vas gérer, décider ce qui va découler de ton entreprise, et ça, c'est un collatéral sur toutes les personnes qui sont dedans. Fait que c'est pas un trade-off que moi, je suis prêt à faire. Très bon concept, puis je partage un petit peu une histoire de mon côté qui se rapproche de ce concept-là. En tant qu'entrepreneur, c'est une montagne russe de haut et de bas. Une journée, t'es un héros à 9h, puis à 1h, t'es la pire personne pour une raison X, alors que c'est juste une question de perception, mais tu sais que t'as donné ton 110%. Ça m'est arrivé longtemps d'avoir peur que quand ça allait trop bien pendant longtemps, je me disais là, ça va trop bien, il y a quelque chose qui va éclater, ça va se rebalancer malheureusement. Puis je partageais avec un groupe d'entrepreneurs, je leur disais, là, j'ai peur là, parce que je sais que je vais tourner le coin de rue, je vais manger un coup de pelle en pleine face, là, puis ça va me faire tomber à terre, puis ça va faire mal. Puis il y a un de mes amis entrepreneurs dans ce groupement-là me dit, écoute Jonathan, où ce que tu veux te rendre, ça va te prendre 72 coups de pelle pour t'y rendre. Fait que il va en avoir un autre, puis un autre, puis un autre. Fais juste l'apprécier, puis dis, bon, mais c'est parfait, ça me rapproche du 72e. Et pas peur d'avoir peur. Accepte qu'il s'en vient, puis fais juste apprécier le moment qui n'est pas arrivé encore. Exactement. Et à chaque fois, en bon français, je mange un coup de pelle en plein visage, comme pas mal tous les entrepreneurs ont de temps à autre, ou des fois même plus souvent avec la COVID. Mais ça m'aide à passer à travers ça, de dire, ça fait partie du package deal, ça fait partie de la route où s'en aller, puis tu le prends en souriant. Exactement. Un bon coup de pelle en plein visage, puis un bon sourire, il n'y a rien de mieux que ça. Est-ce que il y avait d'autres choses que tu voulais partager avec l'auditoire? Entre autres, je pense que vous êtes en croissance sur un podcast que tu co-animes avec une bonne personne dans ton entourage. Veux-tu nous parler un petit peu de ça, nous parler de ce podcast-là pour qui ça pourrait peut-être intéresser l'auditoire? Oui, bien sûr. Pour moi, je veux dire, puis je vais ramener ça un petit peu sur le principe de Didac. Didac, on a choisi la formation parce que l'opportunité du marché était là, mais la mission profonde de Didac, c'est vraiment d'aider les PME à s'ouvrir à l'ensemble des meilleures pratiques qui existent. C'est ma mission très personnelle. Je vais la phraser de deux façons. Celle que moi, dans ma tête, je me dis, si je veux rendre le Québec plus Beauceron, donc plus viable avec la simplicité. Mais sinon, à l'inverse, c'est comme plus statement mainstream, pas teinté par votre opinion de la Beauce. Je veux augmenter le taux de survie des PME dans le premier 5 ans. Puis je veux dire, à partir de là, très souvent, c'est les mêmes problèmes qui vont venir. Puis c'est des erreurs de gestion, des erreurs de clarté. Donc, divergence, tout comme Didac, c'est une extension de ça. C'est comment est-ce que j'amplifie mon impact pour aider les gens qui sont entrepreneurs, puis qui ont pogné un plateau, puis que là, sont dans le brouillard un peu, ou ceux qui sont, depuis 1 an, 2 ans, en même temps un profil, comme tu parlais en début de discussion, c'est plus intrapreneur, de comment est-ce que je matérialise un peu ce feu en dedans que j'ai là, mais j'ai pas été capable d'attacher sur un projet pour amener les gens à mieux passer à l'action. Puis Divergence, dans le fond, je le fais avec Catherine Dubé de chez Coboom, qui est une boîte de stratégie d'affaires. Puis essentiellement, dans le fond, c'est un mix on documente l'évolution de nos business, parce que je suis profond là-dessus. On a les mêmes enjeux. On a juste un lexique différent. Et de là, on essaie de mais c'est quoi le problème dans ta business présentement? Okay, c'est quoi le vrai problème universel derrière pour que les gens puissent se rattacher à ça? Puis c'est quoi les pistes de solutions, les angles morts? Donc, vraiment, juste discussion hyper ouverte. Vous le voyez un peu, j'ai pas de filtre quand je parle. Ça sort comme ça sort. Fait que c'est très organique. Pas de dentelle, droit au but, discussion honnête, transparente, vulnérable entre entrepreneurs qui vise à soit challenger les façons que vous gérez votre business, briser des fausses croyances, vous exposer à des meilleures pratiques. Au final, juste vous amener une position de si vous voulez prendre action, t'écoutes Divergence, puis d'habitude, à chaque épisode, s'il n'y a pas au moins une affaire que tu es capable de réfléchir et ou mettre en pratique qui va avoir un impact significatif dans ta business, je n'ai pas fait de ma job. Je vais le positionner comme ça. Très intéressant. Donc, ceux qui nous écoutent, on va mettre le lien pour le podcast dans la description là, du podcast directement. Donc, n'hésitez pas à aller écouter ça. Je pense qu'il y a du bon contenu pour vous aider.
Je termine avec 2 questions en rafale. La première question, as-tu des livres qui ont été un peu tes livres fétiches ou que tu recommanderais à l'auditoire pour le développement de produits technologiques? The Art of War est un c'est vieux comme livre, c'est des vieux principes, mais qui pour moi sont indémodables, intemporels. Donc Robert Greene, The Art of War, qui est une révision un peu du Art of War de Sun Tzu, qui me saute, qui me vient en tête. Pour ceux qui commencent l'entrepreneuriat, je dirais, mettons, en bas de 36 mois, je vous encourage fortement à aller regarder la série d'Alexandre Vézina, 2x4, qui est Alexandre, qui est un de mes mentors officieux, une approche un peu comme la mienne, très claque à la gueule, mais avec plein d'amour, je dois le dire de même, là. Donc, on va droit au but, puis on se dit les vraies choses, qui moi, m'a beaucoup aidé à mes débuts. Très graphique aussi, avec des petits schémas, des petits frameworks, le fun. Fait que ce serait pas mal ce qui me vient en tête le plus rapidement. Intéressant. Puis, je dis souvent qu'on est, le succès qu'on peut avoir, c'est la somme de petites choses qu'on fait à travers le temps, donc des routines qu'on roule là, jour après jour ou semaine après semaine qui nous amènent à évoluer puis à être une meilleure personne ou un meilleur entrepreneur. Est-ce que tu as une routine ou des routines du succès que tu aimerais partager avec l'auditoire? Je suis pas très, je veux dire comme le 4 a.m. morning club, des affaires de même. Je suis militaire sur ma pratique de routine. Dans Basecamp, j'ai ma routine hebdomadaire, mensuelle, trimestrielle, annuelle, pour être sûr de rien laisser passer. Mais je pense qu'on a l'obligation ça c'est hyper personnel, mais je pense que chaque personne a l'obligation de se bâtir son code de survie. Le pire ennemi d'un entrepreneur, c'est les émotions. Donc, comment est-ce que tu es capable de t'imposer toi-même tes propres SOPs de gestion et de dire, bon, mais gars, avant d'embarquer, de façon très concrète, je n'irai pas dans un partenariat avec une entreprise si je ne serais pas à l'aise de partir à la pêche avec mon point de contact. Donc, tu sais, c'est des choses hyper niaiseuses comme ça, mais qui est un cadre de comme, OK, Mathieu, c'est très binaire. C'est peu importe comment le vendeur va bien faire sa job ou quoi que ce soit, quels sont les paramètres que j'utilise pour m'autoriser à aller là ou non. Donc, dans mes routines, puis il y en a que c'est très comment je me gère moi, puis il y en a d'autres que c'est comment je redonne aussi. T'sais, de plus en plus, je me rends compte que c'est une partie, je veux dire, de ma recette du succès. J'essaie de faire toutes les semaines, mais minimum à tous les mois, moi, je vais mettre des gens en relation pour. J'ai rien à gagner. Je veux dire, pour aucune raison ou aucun gain personnel, mais juste, hey gars, je pense que toi et toi, vous avez besoin de vous jaser. Donc, de faciliter des échanges comme ça qui peuvent faire un effet significatif pour les deux personnes en externe. C'est une façon pour moi de rester relevant un peu pour eux, continuer de générer de la valeur pour ma mission personnelle. Donc, en effet, il n'y a pas un élément de comme à tous les matins, je vais boire du vinaigre de cidre de pomme, puis ça va. Il n'y a pas de morning hack, il n'y a pas de miracle recipe. C'est quoi, mettons, au pire, commencer? C'est quoi les 10 petites actions que vous pensez qui sont alignées avec vos valeurs, qui vous donnent un feel-good moment quand vous les faites et qui sont alignés avec votre vision d'entrepreneur? Gardez en tête que votre entreprise, c'est juste un véhicule de votre vision personnelle. Ne devenez pas votre entreprise. Callback, c'est un conseil, mettons, là. Je me suis trop longtemps identifié et attribuer ma valeur personnelle selon les performances de mon entreprise. Ça a été long à casser, puis honnêtement, c'est pas cassé encore. C'est un élément sur lequel je travaille, mais ne vous perdez pas là-dedans dans l'entrepreneuriat, parce que l'entrepreneuriat, ça devient votre vie, mais ça ne doit pas devenir qui vous êtes. Si c'est pas cette business-là, ça en sera un autre. Ou à la limite, vous avez une belle business-là, mais à un moment donné, ça se peut que même si ça va bien, vous n'êtes plus la bonne personne pour la gérer, vous devenez le bottleneck. Ayez le courage managérial de dire, hey gars, faut que je quitte parce que, genre, ce business-là doit passer de good to great et je ne suis pas la personne pour l'amener à cette étape-là et il y aura une autre business après. Donc, n'importe quelle petite action qui vous ramène dans le pourquoi vous le faites, puis que c'est mappé pour ne pas l'oublier parce qu'on est dans le feu roulant de l'action, c'est facile de pelleter ces éléments-là par en avant. Fait que moi, tous les lundis, j'ai mon Basecamp report. Et comme, hey Matt, n'oublie pas de faire tous ces petits éléments-là qui, ultimement, sont juste de l'altruisme, mais je crois beaucoup que il y a un effet domino quelque part qui se crée puis que ça te revient d'une façon quelconque. Mathieu Dumont, vraiment un grand merci pour ton temps puis ton partage aujourd'hui. Je pense que ça va probablement inspirer beaucoup de gens. Est-ce qu'on peut te rejoindre pour une
discussions futures, j'imagine, sur LinkedIn. Je pense que tu es très actif sur LinkedIn. La personne la plus... J'ai pas de temps à perdre dans la vie, mais quelqu'un qui est sérieux dans ses questions puis qui a besoin d'aide, je suis la personne la plus facile à rejoindre. LinkedIn, sur Didact, peu importe, tous les chemins mènent à Rome et à moi. Fait que gênez-vous pas. C'est tout ce que je sais, c'est tout ce que je fais de l'entrepreneuriat. Vous me dérangerez jamais si je peux éviter à du monde à faire les erreurs que j'ai faites, puis fast-tracker des histoires à succès, tant mieux, c'est juste ça que je veux. Fantastique. Merci beaucoup, Mathieu, encore une fois, pour ton échange. Pour notre auditoire, si vous avez besoin d'un LMS, un Learning Management System, on vous invite énormément à aller voir didact.com. Très, très belle plateforme. Donc, voilà. Merci à tous de nous écouter. Je vous souhaite une bonne semaine et à la semaine prochaine. Merci à tous d'avoir été des nôtres cette semaine. Si cet épisode de podcast vous a plu, on vous invite à le partager sur les médias sociaux et à vous abonner pour recevoir les alertes des nouveaux épisodes directement sur votre plateforme de balado préférée. Je vous invite également à continuer la discussion sur LinkedIn. Mon nom est Jonathan Léveillé, président d'OpenMind Technologies. N'hésitez pas également à nous soumettre vos idées de sujets et idées d'invités. La semaine prochaine, nous allons discuter de la fameuse loi de McConnell, qui est un concept extrêmement important à connaître en assurance qualité pour le développement de vos idées de produits technologiques. Et j'aurai le plaisir de m'entretenir avec nul autre que Yann Hudon. Je vous dis à la semaine prochaine.